Bienvenue au balado Sous la surface, présenté par Baleine en direct. Nous sommes Odélie et Talia et travaillons pour le GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, basé à Tadoussac, au Québec. Dans ce balado, on vous emmène dans les coulisses de métiers très variés liés aux baleines. Qui sait, cela vous inspirera peut-être vous aussi à faire carrière avec ces animaux fascinants. Aujourd'hui, on accueille Christophe Ronvaux, qui est biologiste pour la station de recherche des îles Mingan. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, y a pas de quoi. Alors, on va se lancer directement. Quelle a été ta première rencontre avec une baleine au cours de ta vie? La première rencontre avec une baleine, c'est un peu spécial parce que c'était en Bolivie. Je pense que ça devait être en 2006. Je devais avoir comme 12 ans, 13 ans. Et en fait, je vivais là-bas. On a été en vacances dans un parc du Madidi. Donc, c'est dans la partie amazonienne de la Bolivie. Mmh. Et dans une des rivières là-bas, que je pense c'est la rivière Madidi, il y avait des dauphins roses. Et j'ai été me baigner avec des dauphins roses. Ça, c'était ma première expérience avec des baleines. Oh, wow. Mais bon, dans une eau très trouble, donc on les voyait juste quand ils faisaient surface. Et puis c'est particulier comme espèce, les dauphins roses. Ouais. C'était la première fois que j'en voyais, donc j'avais pas vraiment de comparaison. C'était super impressionnant. Surtout que il y avait aussi des crocodiles à 200 mètres plus loin. Donc, Attends, puis t'as dit que tu nageais avec eux? Ouais. Et les crocodiles? Les crocodiles étaient censés être plus loin, et donc quand il y avait des dauphins, c'était censé être safe. C'est ta première baleine au Québec? Est-ce que tu t'en rappelles? Ma première baleine au Québec, c'était avec le mix, et c'était en 2015. En fait, on avait fait une grande réunion familiale au Canada, et on était monté sur la côte nord. C'est là que j'ai découvert le mix en 2015, et je pense qu'on a vu des rorquals communs et des baleines à bosse, rorquals à bosse, mais ouais. Sûrement des petits rorquals aussi. T'en avais jamais vraiment vu des baleines de cette taille-là? Qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais super impressionné. En fait, je me demandais qu'est-ce que ça faisait là, cet animal aussi gros. Et puis après, je me suis dit que c'était un métier quand même assez génial de juste aller chercher des baleines en mer. Ça t'a donné un petit peu quand même goût de... goût. Je me suis, j'étais pas rendu là dans le processus, mais je m'étais dit que ça serait un beau métier. C'est un peu ça qui t'a donné la piqûre, en fait. Tu as découvert le mix du même coup. Ouais, c'est ça. J'ai découvert le mix et c'est ça qui m'a donné envie d'y retourner, en fait. Et après, appliquer comme stagiaire. Donc, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton parcours? Donc, déjà, je suis arrivé au Canada en 2017 et j'ai repris les études en biologie en 2018. Donc, je fais le bac que j'ai fini en 2022. En 2020, pendant les vacances, j'ai été sur la côte nord pour essayer de refaire une expérience de whale watching avec le mix. Seulement, c'était fermé à cause de la Covid. Et quelqu'un sur place m'a dit, par exemple, qu'ils acceptaient des stagiaires. Et comme j'étais à l'université en biologie, je me suis dit, je vais essayer d'appliquer et faire mon stage de biologie au mix. Et j'ai eu la chance d'être pris. Wow! Puis ton bac, tu le faisais à quel endroit à ce moment-là? À l'UQAM. Ah, OK. Ouais. En apprentissage par problème, ce qui est un peu différent du cursus de base, mais c'était vraiment fait pour moi. Moi, j'ai bien aimé. Et pourquoi tu as voulu venir au Québec faire tes études? Parce que, si je me trompe pas, ton parcours avant est quand même super intéressant aussi. T'as voyagé un petit peu, t'avais d'autres sujets d'études. En fait, à la base, j'ai fait de la physique parce que quand j'étais adolescent, je voulais être pilote. D'avion? Ouais, pilote d'avion. Et donc, quand tu veux faire pilote d'avion, en France, ils te demandent de faire des grandes écoles. Et donc, pour aller aux grandes écoles, il faut un concours. Et pour passer le concours, ils te demandent de faire des classes préparatoires ou alors l'autre option que moi j'avais choisie, c'est faire une licence de physique pour avoir les mêmes compétences, quoi. Et théoriques en tout cas. Et ensuite pouvoir passer le concours de pilote. Sauf que pendant la physique, je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi. Et en même temps, mes valeurs avaient un peu changé. Et donc pilote, ça c'est un peu moins en accord avec mes principes. Après, le système français à l'université, c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai quitté la physique. Puis là, je suis parti 1 an au Mexique à travailler pour me changer les idées. Et en fait, c'est à partir de là que je suis arrivé au Canada parce que ma sœur y habitait. Et on est tous les deux canadiens. C'était une porte d'entrée facile, du coup. Mais oui. Et ma sœur, était là. Et donc, ça me faisait aussi un pied à terre, le temps de trouver une colocation. T'es parti en Côte-Nord un été. Exact. T'es revenu au Canada. Ouais. Puis tu t'es dit, je veux essayer de faire de la biologie au Québec. Ouais, bah en fait, je suis arrivé vraiment en biologie parce que le programme en apprentissage par problème m'intéressait. J'avais pas encore cette idée de baleine, pas du tout, quoi. Ça, c'est plus arrivé en 2020 quand je suis retourné et je me suis rappelé de cette expérience en 2015 que j'ai essayé de refaire.
Et comme c'est pas possible, j'ai appliqué comme stagiaire. Et c'est vraiment là, en 2021, à mon stage, que j'ai découvert l'univers des baleines. Quand t'étais plus jeune, t'étais adolescent, tes ambitions de carrière, où est-ce que tu te projetais? C'était peut-être pas là du tout, en fait. C'était très flou. Ouais. Je me disais que je voulais être pilote à un moment, mais je savais pas. C'était pas clair. Fait que les baleines, c'est vraiment venu plus tard, en fait. Ouais, exact. Mais la biologie t'intéressait déjà un petit peu? Ouais. Bah j'ai un oncle qui depuis tout petit me fait découvrir la bio en général. J'ai fait des stages avec lui, avec des castors. On a été écouter le brame de cerf. On fait des descentes de canaux. On pêche. C'est pas mal génial. lui qui m'a. Dans quel coin vous faisiez ça? Pas mal en Belgique et un peu en France aussi. Ok. Ouais. Donc t'avais déjà été présenté à plein d'espèces d'animaux. Ouais, exact. Je connaissais en fait ce côté biologie en tant que loisir et découverte, quoi. Mais je l'avais jamais vu comme un métier possible, en fait. Et quand t'as commencé en biologie, c'est pas forcément la direction que t'aurais pris. Ça te paraissait impossible, ça te paraissait loin. T'avais d'autres intérêts? Je pense que je l'avais même pas considéré. C'est ça, je suis arrivé un petit peu par hasard au mix, grâce aux expériences de whale watching que j'avais fait, qui me l'ont fait découvrir, en fait, mais j'aurais pu aller travailler avec une autre espèce. Je suis pas passionné de baleines comme certains. Ouais, je me suis retrouvé pas là par hasard, puis j'adore ça, donc j'y reste, mais c'était pas ma passion depuis tout petit, les baleines. À quoi tu t'attendais quand t'as commencé au mix? Tu t'attendais à quoi comme apprentissage? Tu pensais peut-être faire juste un été puis repartir, faire d'autres choses? Ouais, en fait, je m'étais pas rendu à la perspective de revenir plus tard. Mais j'avais pas beaucoup d'attentes non plus sur ce stage. J'espérais juste voir beaucoup de baleines et je m'attendais à travailler fort parce que c'est le cas dans une station de recherche. Mais à part ça, non, j'avais pas trop d'attentes. Puis ton stage, ça consistait en quoi exactement? Le stage, donc t'as d'abord une petite semaine de formation pour la sécurité en mer, puis les îles Mingan, te repérer. Et après, les stagiaires en fait s'occupent beaucoup du musée, donc ils font les visites guidées aux touristes. On fait aussi beaucoup de photo-identification. Ça, c'est quand tu dois comparer deux photos de baleines pour voir si c'est le même individu, en fait. Et la dernière chose aussi en mer, parce qu'évidemment, les stagiaires sortent en mer, ils s'occupent de tout ce qui est prise de données. Les individus, la position, les comportements, toutes ces données-là, ils écrivent ça sur une slate. Bon, maintenant, on est passé à des iPads, mais... Donc ça, c'est des choses que t'avais pas forcément... T'aurais pas pu apprendre ça pendant ton baccalauréat. C'est des choses que t'as appris sur le terrain. C'est vraiment pratique. Ouais. Et il y a aussi tout l'aspect ouverture et fermeture de la saison, où est-ce qu'on doit préparer les bateaux et les hiverner à la fin de la saison. Ah, waouh! Donc on a aussi une partie technique, mécanique. Puis la saison s'étend de quand à quand environ? On essaie de commencer mi-juin, et finir septembre d'habitude, mais là on essaye de pousser un peu plus. Cette année, en 2026, on va finir le 31 octobre. Parce qu'il y a encore des baleines à ce moment-là? C'est pour ça que vous restez sur l'eau plus longtemps? Ouais, généralement les baleines restent un peu plus. Même cette année, on en a, mais depuis 2 ans, on en a l'hiver quand même, une couple. Mais après, notre permis de recherche s'étend jusqu'au 31 octobre, donc on va essayer de le rentabiliser au maximum. Ah oui, c'est sûr. Et vous étudiez quoi comme espèce? On étudie principalement 5 espèces de grands cétacés. Donc du plus petit au plus grand, ça fait petit rorqual, rorqual à bosse, baleine franche, rorqual commun et rorqual bleu. Ok. Est-ce que tu as une espèce d'animal que tu préfères voir sur le terrain? Les espèces que je préfère, c'est rorqual à bosse et la baleine franche, parce que c'est les 2 espèces qui font quand même le show en surface. Donc ça fait vraiment plaisir à voir, de les voir interagir en surface et pouvoir être témoin de ça. Et puis c'est des animaux qui sont assez sociaux, donc souvent on les voit, comme les baleines franches, elles sont des fois en petits groupes. Exact. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu une anecdote justement de terrain qui t'a marqué plus qu'une autre depuis que t'es au mix, à travers toutes ces belles observations-là que vous avez la chance de faire? Il y a plein d'observations qui m'ont marqué, mais celle qui m'a le plus marqué, mettons, c'était pendant mon stage, donc la première année. Et là, on a vraiment eu un rorqual à bosse qui est venu à côté du bateau et qui nous a observé pendant une dizaine de minutes. Et tu voyais vraiment juste sous le bateau, à comme 2-3 mètres de la surface, même moins que ça, sur le côté avec son œil qui te regarde, quoi. Ah ouais, puis il restait là, il vous regardait. Ouais. Et donc ça, c'était pendant mon stage, et je pense que c'est une des expériences qui m'a donné la piqûre. Tu penses que ça sert à quoi, ce que tu fais comme travail pour la protection des cétacés? Ouf. Déjà, c'est important de
de sauvegarder les baleines, quoi. On fait beaucoup de conservation, en fait, avec l'éducation et la recherche. C'est vraiment un début de conservation. Et il y a des espèces qui sont extrêmement en danger, en voie de disparition, comme la baleine franche. Ça, on sait pas si tous les efforts de conservation servent réellement à quelque chose. Est-ce que la population va recommencer à augmenter? On sait pas, mais on peut pas rien faire non plus, quoi. Et donc, d'un côté, je fais ma part. Et ce que je trouve intéressant au mix, c'est que ce soit des biologistes qui travaillent sur le terrain, qui ensuite parlent aux visiteurs. C'est un très bon concept. Est-ce que tu trouves que ça t'apporte quelque chose? Bon, déjà, tu peux leur parler du terrain, mais d'être naturaliste, est-ce que tu trouves que ça t'apporte quelque chose pour toi ou pour ton travail de biologiste sur le terrain? Ouais, c'est sûr. L'un comme l'autre, en fait, que mes journées du terrain m'aident pour mes présentations du musée, parce que je peux rajouter des petites anecdotes, etc. Les gens doivent aimer ça. Ouais. Quand après j'ai des questions que je sais pas répondre ou des interrogations intéressantes pour le futur de la recherche, ça peut nous aider. Enfin, que les gens me posent pendant la visite guidée, ça peut m'aider après pour le terrain, quoi. Comment ça se déroule généralement quand tu fais une visite guidée avec les gens? Est-ce que tu as des gros groupes? Est-ce que c'est plus personnalisé? Est-ce que la visite est toujours la même selon les journées? Non, en fait, je pense que la visite n'est jamais la même. Parce que déjà, c'est pas tout le temps la même personne qui s'en occupe. Après, on a des groupes, on peut te faire une visite individuelle si tu viens tout seul. On peut prendre des groupes jusqu'à 30 personnes aussi. Donc ça varie vraiment. Dernièrement aussi, on fait les visites en 3 langues. 3 langues? Espagnol, anglais et français. Tu parles espagnol, donc? Ouais. C'est pratique. C'est cool. C'était pas fameux, mais c'est l'espagnol et les gens comprennent. Vous avez tant de visiteurs que ça? On a quand même quelques groupes qui viennent d'Espagne. Okay. Donc ça fait 2 ans que ça m'a servi au moins une fois. C'est déjà ça. Tu vas aller travailler en Patagonie, tu sauras parler. Ou au Mexique. Oui. C'est là que tu as appris l'espagnol? J'ai appris en Bolivie. En Bolivie, ok. Ouais. Au Mexique, je l'ai reperfectionné parce que c'était quand même pas mal de temps plus tard, 8 ans plus tard. Donc j'avais le temps d'oublier un petit peu. Donc ça peut être utile pour un biologiste de savoir parler plusieurs langues. C'est bon à savoir. Oui, c'est utile pour tout le monde, je pense. Oui. Est-ce que tu as un script que tu suis? Est-ce que tu y vas avec le flow de ton groupe? En fait, on suit les fresques parce que c'est un musée très artistique et donc chaque mur, il y a une grosse fresque qui est dessinée dessus. Et donc la première fresque qu'on va présenter, c'est celle qui présente toutes les espèces. Donc là, on va parler de toutes les espèces. Et ensuite, on fait comme un petit tour du musée en présentant les fresques et en parlant des mammifères marins. On a aussi des maquettes, donc ça nous permet d'aborder d'autres sujets, les squelettes, etc. Et également une salle acoustique. Là, ils peuvent écouter des sons de baleines. C'est quoi la question que tu te ferais le plus poser en tant que naturaliste, interprète? Je pense qu'au musée, la question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que vous avez déjà vu des épaulards? Ah ouais. On a une grande fresque avec des épaulards une scène d'épaulards qui attaque un petit rorqual. Et donc, beaucoup de gens nous posent si on en voit. Enfin, la question de si on en voit. Et hélas, moi, j'en ai pas vu. Donc, je réponds que ça fait une couple d'années que le mix en a pas vu. Mais pendant les 45 années de recherche, ils en ont déjà vu plusieurs fois. Mais très rare. Puis la fresque, justement, qui est représentée au musée à Mengan, est-ce que c'est une scène réelle qui s'est déjà... Ouais, je sais pas si vous connaissez, c'est les polars connus de l'époque, Jackknife. Toutes les scènes, en fait, qui ont été peintes dans le musée sont des scènes qui ont été observées par les chercheurs du mix. Qu'est-ce que ça prend pour... Parce que pareil, ça c'est des qualités, des compétences peut-être que on n'acquiert pas pendant notre baccalauréat en biologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça prend pour être un bon interprète? De mon point de vue, c'est vraiment être souriant et sympathique. Mais ce qui va différencier une visite ordinaire d'une plus intéressante, mettons, c'est vraiment intéresser les gens en leur posant des questions. Donc, quand tu les fais participer, généralement, ils retiennent plus, ils sont plus intéressés, et puis ça rehausse le niveau de la visite, quoi. On a parlé un petit peu là que tu étais interprète, mais ton travail en tant que tel, ça consiste en quoi? Là, t'es biologiste pour le mix, mais qu'est-ce que tu fais dans une journée typique pendant la saison ou pendant une semaine? Comment ça peut ton temps est divisé en fait? En fait, c'est quand la saison de terrain, donc de juin à septembre-octobre, il y a comme 2 types de journées. Soit on sort en mer, donc quand la météo le permet, on sort en mer, donc ça fait quand même des longues journées. Parfois, on passe 12 heures en mer. Et là, c'est vraiment la recherche des baleines. Donc, il faut essayer de repérer des cétacés et autres mammifères marins, parce qu'on prend en note tous les mammifères marins.
mais on se focalise vraiment sur les grands cétacés. Et donc, c'est ça, on repère le souffle, on va vers la baleine et ensuite on essaie de travailler avec elle pour avoir des informations de comportement, les photos pour la photo-identification, des biopsies aussi quand c'est possible, et dernièrement le tagging aussi. Mais c'est plus en fin de saison pour pouvoir voir où est-ce qu'ils vont. Comment vous faites ça, le tagging? Donc c'est de la pose de balises satellites. On a un genre de fusil à air comprimé et on tire des petites balises qui vont être pas plus grosses que ça, avec des petits harpons de 3 cm, je pense. Il faut être précis sur une baleine qui bouge. Ouais, il faut être Est-ce que précis, c'est toi qui le fais? Dans la dorsale. Ouais, moi j'ai fait ma première cette année. Waouh, trop bravo. 2025. Merci. Ouais, C'était une expérience assez folle. Bah justement, on se demandait, selon toi, c'est quoi ton plus bel accomplissement professionnel jusqu'à présent? Bah du coup, je partirai là-dessus. Ouais, Ouais. c'est clairement la pose de la balise. Première ligne sur ton CV. Ça doit pas être évident quand même à faire. Est-ce que tu t'étais pratiqué avant un peu? Je m'étais entraîné en tirant des biopsies avant, donc c'est un peu le même principe. C'est le même fusil? Non, Ah. les biopsies, on tire ça à l'arbalète. Oh. C'est en fait un peu plus compliqué parce qu'il faut évaluer la distance parce que la flèche va commencer à redescendre plus vite. Elle va pas aller forcément en ligne droite, quoi. Donc c'était encore plus simple la pose de balise, mais il faut viser la dorsale, contrairement à la biopsie. Là, il faut viser le corps de l'animal sous la dorsale. Ouais, beaucoup de choses à prendre en compte avant de réussir. En ce moment, ce rorqual commun-là, est-ce que la balise, on sait qu'elle est encore dessus? Non, hélas, elle a tenu 1 mois. Cette balise. Ah ben Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Ouais, on l'a vu descendre jusqu'au large de Cape Cod, pas loin. Oh, trop bien. Donc c'est quand même des C'est données chouette. intéressantes, mais c'est pas 1 mois, c'est pas encore suffisant, mais bon, c'est déjà ça. Est-ce que ça pourrait tenir plus longtemps, une balise, ou généralement ça tourne autour de 1 mois à peu près? Je pense que le gros maximum qu'ils ont déjà fait, c'est 6 mois, mais c'est plus autour de 6 semaines en moyenne, je pense. Ok. 3 mois. Ok. 1 mois, c'est déjà bien, quoi. On a Ben oui, clairement. Sur celle qu'on a posée cet été, mettons, c'était la plus longue, en fait. Celle qui a tenu le plus longtemps. Donc, Bravo. merci. T'es bien accroché. Ouais. Premier tir, hein. Peut-être le tir chanceux. Ça, c'est pendant l'été, c'est génial. Mais qu'est-ce que vous faites pendant l'hiver? Pendant l'hiver, déjà, on est beaucoup moins à être employé par le mix. Donc, on est une 12aine l'été. Okay. Et l'hiver, on est 3 à travailler pour le mix. Moi, je fais beaucoup de gestion de données, en fait. Mon autre collègue principal, lui, s'occupe beaucoup de l'administration, de la gestion, etc. Okay. Et moi, je m'occupe de la base de données. Donc, le tri des photos, les analyses statistiques, etc. Et après, on fait des collaborations, donc on partage des données et on essaie de mettre en place des nouveaux projets aussi. Donc, ouais, j'essaie de m'occuper de tout ça. Ah, c'est chouette, vous êtes quand même bien impliqué dans le fonctionnement et c'est ça, la gestion de votre organisme. Ouais, c'est ça, on est... vu qu'on fait vraiment plein de choses et que maintenant on est comme plus ou moins les gens les plus expérimentés, mon collègue et moi, dans l'entreprise, on a pris beaucoup de responsabilités en grimpant les échelons un petit peu. Et donc maintenant on s'occupe pas mal de tout, c'est le fun. Bah oui. Ouais, t'aimes ça avoir des responsabilités, c'est quelque chose que t'apprécies dans le cadre de ton travail? Ouais, quand même. Ouais, c'est cool. Tu parlais des projets en fait que vous allez peut-être mettre en place, mais en ce moment les projets principaux sur lesquels vous travaillez, c'est quoi exactement? Par rapport aux espèces que tu nous as nommées tantôt, est-ce qu'il y a des projets spécifiques que vous faites depuis quelques années? Ben, on a les nouveaux projets, mettons, c'est l'étude du microbiote. Ça, c'est quand même un truc qu'on fait depuis pas longtemps. Avec les souffles. Ouais, exactement. Vous recueillez les souffles. Ouais, on recueille les souffles, des échantillons de souffle avec un drone, en fait. On attache des pots de pétri au drone. On passe dans le souffle de la baleine. Ah, c'est trop cool. Et avec ça, on peut étudier le microbiote et les pathogènes, etc. des baleines. Et donc, bon, c'est pas nous qui faisions les analyses génétiques encore, donc on les envoie à des collaborateurs. Mais ça, c'est un des gros projets qui a été amené par un de mes collègues. Sinon, moi, j'aimerais ça vraiment collaborer pour avoir un ensemble de bases de données dans tout le Saint-Laurent. Donc ça, ce serait... Excellente idée. Une grosse collaboration avec le GREM, entre autres. Oui. Mais aussi Mériscope, le gouvernement, le ROM, un peu tout le monde, quoi. Mais bon, ça, c'est un gros projet. Et dernièrement, on a aussi un projet de rénovation du musée que j'espère que ça va faire cette année. Ça dépend un peu des financements. Le musée date de 1992, donc on essaie de le remettre un petit peu au goût du jour en remplaçant des panneaux d'interprétation par des écrans tactiles interactifs. Et donc, ouais, oui, ça c'est un des gros projets aussi. Et c'est quoi tes tâches préférées, tu dirais, de ton travail?
Est-ce que t'aimes être au bureau? Est-ce que t'aimes être sur le terrain? Est-ce que t'aimes parler aux gens? Je préfère clairement être sur le terrain. Ouais. Ouais, c'est même quand on voit rien, ce qui fait des longues journées en mer à rien voir, c'est long, mais c'est quand même plus le fun que être devant ton ordi toute la journée. Ouais, ben non, c'est sûr. Mais d'avoir un équilibre comme ça quand tu fais des grosses journées de 12 heures sur le terrain, est-ce que t'apprécies quand même le fait d'être des fois plus tranquille derrière Oui, derrière l'ordinateur? C'est sûr. Mais après, vu que la sortie en mer dépend de la météo, il y a forcément des jours où on ne pourra pas sortir, et donc généralement c'est plus la course à essayer de sortir que l'inverse, quoi. Et ça te dérange pas de faire des journées aussi longues? Non, parce j'imagine que que tu te lèves super tôt. Ouais, généralement on essaye de partir à 6-7 heures du quai, parfois plus tôt. Ça dépend la météo, encore une fois. Si la météo se gâte à genre 14 heures, on va essayer de partir plus tôt. Mais si on a une belle journée devant nous, on n'est pas obligé de partir aussitôt. Parce que c'est ça, si quand on rentre vers le port, il est déjà 18 heures et qu'on voit une baleine, on va pas la laisser comme ça, quoi. Il faut qu'on aille travailler un petit peu avec, et donc ça fait revenir encore plus tard, et donc il faut un petit peu anticiper tout ça. Mais c'est quoi les bonnes qualités à avoir pour faire ton travail? Une question. Sur le terrain, je dirais qu'il faut quand même être attentif, quoi, parce que il faut repérer les souffles, et donc il faut quand même rester attentif, un bon sens de l'observation, puis rester focus pendant tout le long, alors que t'as le bateau qui te berce un petit peu, ça t'endort, quand tu vois rien, c'est fatigant. Donc il y a quand même un enjeu à rester focus, genre actif et réactif. Ouais, et réactif, mais genre présent. Est-ce que tu t'es déjà endormi sur le bateau? Ouais, on a parfois on n'a pas le choix, là, quand on sort 2-3 jours de suite et qu'on fait des grosses journées, on a des petites power naps. Ah, c'est bien. Ouais. Tu te fais bercer Ça dépend les gens, ouais. Mais bon, il faut prévenir tes collègues pour dire je vais pas regarder de ce côté-ci pendant 10 minutes, je fais ma power nap. C'est rude votre bateau, est-ce que je sais pas, tu prends ton lunch avec toi, puis ouais. C'est ta nourriture pour la journée. Exact. Vous rentrez pas au port, vous restez en mer. C'est toute la journée, ouais. Vous avez des toilettes sur le bateau? L'océan. Ouais. Belle toilette. Ouais. L'arrière du bateau. Est-ce que tu t'es formé pour conduire le bateau? Ouais, j'ai passé mon permis de bateau, donc le SVOP, il y a 2 ans maintenant. Okay. Ouais, donc je suis capitaine de bateau, donc je peux être responsable de l'équipe. Tantôt, tu as parlé de tes études et tout, mais de ce que je comprends, c'est beaucoup en étant sur le terrain que tu as appris un petit peu comment ça se passait. Puis là, tu as dit que tu as fait ton cours pour être capitaine. Est-ce que, si on retourne à tes études en tant que tel, est-ce qu'il y a des cours ou des expériences que tu as vécues qui ont été marquantes dans le cadre de tes études qui t'ont outillé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Qui m'ont outillé pour le monde de la recherche sur les baleines? Ouais. En pratique, pas vraiment. En théorie, oui, c'est sûr, parce qu'il y a plein de cours qui m'ont permis d'en apprendre plus sur pas les baleines en soi, mais ce qui retouche aux baleines, quoi, la physiologie, la toxico, etc. Mais en pratique, pas vraiment, parce que je pense que c'est un domaine assez particulier, et donc des techniques qu'on a apprises qui vont marcher sur des lacs ou des rivières marchent moins dans l'océan, et en particulier sur des espèces aussi grosses que les cétacés. Ok. Donc, est-ce que tu recommanderais est-ce que tu as fait des cours additionnels, des formations additionnelles? Est-ce que tu as lu des livres particuliers qui t'ont un petit peu apporté pour ton travail? Des livres, quelques-uns, des articles en fait surtout. Scientifiques? Ouais. Ok. Et sinon, sur le terrain, quoi. Surtout là que t'as appris le plus, tu dirais? Après c'est ça, on a mes 2 boss Richard, mon boss actuel, et mon ancien boss Brian, ils avaient plus de 20 ans. Et même Richard, ça fait plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, donc ils connaissent plein de choses et ils transmettent relativement bien. Donc ça, c'est une autre part de la formation. Mais oui. C'est quoi est-ce qu'il y a des enjeux particuliers dans ton travail, des choses que tu trouves quand même plus difficiles? La partie difficile pour le mix, mettons, je dirais, c'est toujours trouver l'argent. Parce que, du coup, on n'est même pas sûr à chaque année d'avoir une job l'année suivante, parce qu'il nous faut l'argent pour pouvoir payer tout le monde. Et comme on fonctionne que par des subventions ou des donations, parce qu'on a une organisation à but non lucratif, c'est le gros enjeu à chaque année. Personnellement, moi, je dirais que j'ai quand même du mal à déléguer. Et après, il y a aussi un enjeu de vivre ensemble, parce qu'on est quand même une équipe de 10-12 personnes et on vit tous ensemble dans la même maison. À 10-12 dans la même maison? Ça teste beaucoup de limites. C'est ça. Pendant 3-4 mois, ça peut être long. Tu vis avec tes collègues, c'est ça, en fait. Exactement. Au travail, t'es avec eux. Après ça, tu rentres chez toi, t'es aussi avec les collègues. Puis aussi, Mingan, j'imagine que c'est un tout petit village. Ouais, exact. Il y a 400 habitants. Ouais, donc tu vas pas prendre des vacances pendant l'été, tu vas pas forcément pouvoir sortir de Mingan, parce que si t'es à 6 jours semaine, c'est quand même très demandant.
Ouais, exact. Le travail prend une grosse partie de ta vie pendant quelques mois. Exact. Mais là, depuis quelques années, je peux demander en fait des semaines de congé pour rentrer à Rimouski. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu peut-être au cours de ton parcours professionnel? Le meilleur conseil Ou le pire, hein. Si t'en as pas de bon. Ça, je voulais choisir c'est quoi, mais pas compter ses heures, mettons. Ça, c'est un conseil, bon ou mauvais, je sais pas. Mais Ouais. ce qui m'a quand même bien servi dans ma vie, et que mon père me disait, c'est il faut faire les choses bien. Et donc, j'essaie de m'appliquer quand je fais un truc. Et faut prendre le temps, mais il faut faire les choses bien, quoi. Surtout quand t'es scientifique, il y a des protocoles qu'il faut bien respecter, il faut être très rigoureux. Ouais, c'est sûr. On va avoir les meilleures données possibles. Une bonne vision des choses, une bonne compétence à avoir. Oui, définitivement. Puis est-ce que dans le cadre de ton travail ou dans ta vie à l'extérieur du travail, il y a une personne qui t'inspire, qui est comme un modèle? Pour toi, je sais que quand tu étais jeune, tu disais que tu n'étais pas forcément attiré déjà par ce métier, mais est-ce qu'en ce moment, il y a quelqu'un que tu admires dans ce domaine-là? J'admire quand même mon boss parce que il a plus de 70 ans, puis ça fait 45 ans qu'il fait ça, donc je trouve ça vraiment impressionnant. Mais pas spécialement, j'ai pas d'idole dans le monde de la recherche sur les mammifères marins. Mais après, j'ai plein de gens qui m'inspirent dans la vie de tous les jours. Comme par exemple ma copine, mes amis, ma famille, les collègues aussi. En quoi il t'inspire? Juste la motivation ou genre comment faire une affaire. Ok. Leur éthique peut-être de travail. Ouais, ou comment ils gèrent un problème. Il y a plein de raisons, quoi. Sur le terrain, des fois, il y a des situations peut-être un peu plus récentes. Est-ce que tu arrives à gérer ton stress si t'en as sur le terrain? Est-ce que tu as des moyens de gérer ça? Quand c'est ça, le travail avec un animal est difficile ou quand la météo est pas bonne. Cette année, j'ai fait demi-tour à cause de la météo une fois parce que j'étais trop stressé, en fait. Donc, je me suis dit, je vais rentrer au port plutôt que nous mettre en danger. Comme d'adopter des comportements sécuritaires dans un sens. Quand tu es stressé, tu y vas par la sécurité. C'est quand même un métier... Est-ce que tu dirais que c'est dangereux? Que ça peut facilement mal tourner? En fait, je rigole parce que je l'ai dit à mes assurances, je leur ai posé la question parce qu'ils m'ont demandé si je faisais un métier dangereux, et que je sais pas trop. Tant que tu tombes pas à l'eau, c'est correct, mais il faut pas tomber à l'eau. L'eau est froide? L'eau est très froide, surtout proche de la côte. En fait, on descend à 6 degrés en température Celsius. Et vous êtes bien habillé quand vous allez sur le bateau, je suppose? Ouais, on a des énormes combinaisons complètes là, One Piece, on appelle ça des Mustangs, et ça c'est efficace. Je sais pas si c'est efficace dans l'eau, mais en tout cas à la surface c'est efficace. Ça coupe le vent et tout. Ouais. Et vous sortez quand il fait mauvais temps, des fois? Non, en fait c'est ça, on a une limite assez précise de la météo, parce qu'en fait d'une part dès qu'il fait pas beau c'est dangereux pour nous, quand on a des petits bateaux aussi, mais dès qu'il y a des grandes vagues, ça devient vraiment difficile d'observer une baleine, en fait, parce que on va voir son dos va être caché par une vague, ou même son souffle va être très rétréci, et puis la mer est beaucoup plus agitée, donc s'il y a des remous qui sont faits par une baleine, ça peut être juste une vague, en fait. Donc qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans ton travail? T'aimes le côté terrain, mais les baleines, c'est pas... Tu pourrais faire ça peut-être avec d'autres animaux. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes du processus? Est-ce que... en fait, c'est tout le côté recherche de trouver en fait un animal sauvage dans son environnement. Ouais. Okay. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres animaux avec lesquels tu voudrais travailler? Je suis ouvert à pas mal toutes les espèces. Ouais. Ok, un vrai biologiste, pur et dur. Ouais, j'aime quand même aussi les plantes, mais oui, c'est plus facile à observer. Il y a moins le côté recherche. Il y a quand même un côté recherche si tu cherches des choses plus rares. Mais aux îles Mingan, il y a des plantes de carnivores, c'est génial. C'est un beau. Ouais, il y a un beau coin. En fait, un écosystème typique des îles Mingan, et donc je pense qu'il y a le chardon de Mingan, des trucs comme ça, des espèces qu'on retrouve nulle part ailleurs, quoi. Ça a été quoi jusqu'à présent ta pire expérience professionnelle? Que ce soit avec le métier que tu as maintenant ou un autre métier, est-ce que tu as une plus mauvaise expérience? Non, j'ai pas vraiment de mauvaise expérience de travail. J'ai quand même été assez chanceux. Là, le pire dans le travail, ce serait vraiment les journées en mer où est-ce que tu vois rien. Et donc là, on passe 8-10 heures en mer à rien voir. C'est quand même long et fatigant. Mais t'as quand même une journée en mer où généralement il fait beau puisque t'es en mer, donc il y a pire comme pire expérience. T'as pas le mal de mer, t'as pas de... Non. Parfait. Mais j'ai des collègues qui l'ont et ils prennent des pilules, des gravols. Ok.
Puis ils vont c'est sur le pas- bateau quand même. Ouais. Donc c'est possible d'aller C'est travailler. possible. C'est possible d'avoir la pas s'arrêter à et de ça. travailler avec les baleines, y a pas de problème. Parce que pour la blague, j'ai vraiment le mal de mer, moi, dans la vie. Mhm. Puis malheureusement pour moi, les gravoles, c'est toujours parce que sinon ça se passe mal, mais c'est bon de savoir que il y a peut-être un Ouais, peu mais d'espoir j'ai- pour ceux qui nous écouteraient puis qui seraient comme ah mais j'ai vraiment. Moi, j'ai déjà fait Mal 2 au heures. C'était une croisière aux oiseaux de 2 heures. C'était les 2 plus longues heures de ma vie. Parce que c'était un zodiaque semi-fermé. Rien que d'en parler, excuse-moi. Et tout le monde avait ses jumelles ou ses appareils photo. C'était horrible. C'était horrible. Il y avait de la houle. Mais de la houle de 2 mètres. C'était, non, plus jamais je fais ça. Ouais, c'est sûr que ça aide quand tu l'as pas, mais tu peux quand même travailler avec les baleines quand tu l'as. Mm-hmm. Et toi t'es chanceux, t'as pas ce problème-là, le Ouais. mal de mer. Bah, Ça t'est déjà ça arrivé m'est d'être déjà dans des- arrivé quand Ouais. la mer est très agitée. Je suis pas au top, mais j'ai jamais été très très malade, quoi. Parce que vous avez un bateau. Est-ce que vous avez une cabine dans le bateau? Non, Ok. non, Ah ouais. pas de cabine. Vous êtes exposé aux éléments. Mais bon, pareil, s'il pleut, ça réduit beaucoup ta visibilité, donc ça vaut pas la peine de sortir en mer. Mm. Que vous alternez dans les tâches au cours de la journée? Ou Ouais. tu pars et tu fais la même chose? Non, exact, on essaie de changer pour notamment former tout le monde, parce que c'est ça, il faut que tout le monde puisse faire un peu de tout, quoi. Il y a certaines tâches qui sont réservées pour des gens plus expérimentés, mettons les biopsies, Mhm. pas tout le monde a le droit de les faire, Mm. mais tout le monde prend des photos, tout le monde prend les notes, tout le monde conduit un petit peu sous la supervision d'un capitaine, quoi. Et est-ce que tu dois rester dans ce milieu des mammifères marins pendant un moment? Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres endroits où tu voudrais aller, d'autres espèces qui t'attirent chez les baleines? En fait, j'aime beaucoup ma position au mix en ce moment, parce que c'est très flexible, puis j'ai une job de terrain assez incroyable. Puis Faut c'est voir. super varié. Tu fais beaucoup de tâches Ouais. différentes. Exact. Mm. Ça, c'est très cool aussi. Puis c'est très formateur parce que du coup, on apprend plein de choses. Ça me donne beaucoup d'expérience que je vais pouvoir utiliser pour aller ailleurs plus tard, un jour. Est-ce que tu as le temps de lire des articles scientifiques? Est-ce que tu prends plus ce temps-là? l'hiver. L'hiver? Ouais, Ok. plus l'hiver. Mais bon, comme j'écris pas encore d'articles moi-même, Mm. j'ai pas encore, je suis pas à jour sur les derniers articles qui sortent, quoi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est dur de rester Ouais. à Oui, jour. mais hein. nous, c'est notre travail et puis c'est compliqué. Mhm. Puis il y a toujours tellement de recherches intéressantes qui sortent, mais c'est dur de prendre le temps de toutes les lire. Mm. C'est quand même complexe à comprendre. Ouais. Est-ce que ton bagage scientifique au moins t'aide d'une certaine façon Ouais, c'est à quand analyser même, ces études-là quand t'en consules l'hiver? Ouais, ça c'était quand même grâce au programme en fait. Je sais pas s'il y a ça dans d'autres programmes, mais il y avait des cours qui étaient vraiment axés analyse de la littérature scientifique, quoi. Donc Ah, on c'est faisait pratique. on notait des articles après les avoir lus. Ouais, c'était un bon article, quoi. Et c'est quoi que tu as préféré de tes études? Ben c'était vraiment le type de programme en fait. C'est l'apprentissage par problème et ça c'est t'es comme une dizaine d'élèves avec un prof dans une classe et en fait on discute entre nous pour faire le cours. Et le prof est juste là pour t'encadrer, t'aiguiller si t'as besoin d'aide. Mais c'est pas lui qui te donne le cours. C'est pas et un toi, cours magistral. Non, c'est vraiment pas magistral. Ah ouais. C'est vraiment, ils te disent d'aller faire tes lectures dans des livres qu'ils te proposent. Et t'as aussi un prosit situationnel, genre un prosit, tu appelles ça. Donc c'est un problème situationnel. Et tu dois résoudre ce problème situationnel en allant faire tes lectures. Mettons un exemple simple, ce serait, on est en physiologie humaine. Et le problème c'est... on a un plongeur qui est descendu trop vite à 30 mètres, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Et donc toi tu vas faire tes recherches, puis tu reviens avec Ah, c'est trop bien ça! avec ça. Et Ah donc, ouais. tu dois parler du corps humain et donc les pressions d'oxygène, etc. Tous ces trucs-là. Faut être vraiment indépendant. Et Ouais, puis, c'est ça. Pas beaucoup d'heures de cours, mais c'est beaucoup d'heures de lecture. Mm. Et moi ça fit avec moi. Mhm. Ouais, est-ce que Ouais. t'étais du genre à l'école quand t'étais plus jeune à avoir de la difficulté à te concentrer ou t'aimais pas particulièrement les cours magistraux? Ben à l'école ça va, mais c'était vraiment à l'université en France où est-ce que là je tombais sur des profs vraiment pas terribles. Et donc j'avais vraiment plus envie de dépendre du prof pour aimer ou pas un cours. Je veux dire, si j'aimais pas le cours, généralement j'avais pas des bonnes notes, donc Ouais, c'est dommage, ça va souvent l'un avec l'autre. Là, c'est si... ça. Et donc là j'étais vraiment indépendant des profs et du coup je sautais sur l'occasion. Mais après j'ai découvert que les profs au Québec étaient quand même meilleurs, en tout cas plus accessibles et moins mis sur un piédestal qu'en Europe. Meilleur pied d'égalité, tu te sens plus à l'aise d'aller les voir, Ouais, leur c'est poser ça. des questions. Fait que tu recommanderais ce programme-là? Ouais, si vous êtes assez indépendant, ça vaut le coup. Parce qu'après c'est ça, il faut faire ses lectures et pas. Il faut pas attendre que le prof te recrache tout le cours directement, ce qui peut être bon ou mauvais.
Et donc, c'est vraiment toi qui dois aller faire tes recherches dans les livres, dans la littérature scientifique, pour en apprendre, quoi. Fait que ça t'a appris à être autonome dans un sens. Ouais, exact. Est-ce que tu penses que ça te sert aujourd'hui dans le cadre de ton travail, cette autonomie-là que tu as dû développer? J'imagine, ouais. Je pense que j'ai toujours été plus ou moins débrouillard, mais ça a dû aider. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'impressionne particulièrement chez les baleines? En fait, tout ce qui est grandeur et prise de poids, et c'est des animaux tellement massifs, en fait, c'est difficile de s'en rendre compte. Mis à part par les chiffres, parce que visuellement, c'est vraiment dur, on la voit pas au complet. Est-ce que tu as un fun fact à partager aux gens qui nous écoutent sur justement cette masse? Ouais. Donc les bébés de baleines bleues, ils peuvent prendre jusqu'à 80 kilos par jour quand ils sont nouveau-nés. Une personne. Donc c'est ça, moi je pèse moins de 80 kilos. C'est énorme. Par jour. Juste en buvant du lait. Du lait, exact. Après j'aime bien parler des interactions que les baleines à bosse ont avec les autres espèces. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais parfois on les appelle la police des mers. Oui. C'est un petit peu overrated, mais c'est assez rigolo à parler de ça des gens au musée. Comme quoi, il y a des exemples? Ouais, c'est ça. Comment ils font la des police baleines à des bosse mers? qui ont sauvé des phoques, mettons, des polars ou des trucs comme ça. En s'interposant. Ouais, en s'interposant entre les polars et le phoque qui allait être mangé. C'est impressionnant. Après, on sait pas exactement la raison, etc. Mais le phoque est 5. Ça, ouais. Ouais, c'est sûr que ça fait polémique. Pas polémique, mais ça fait parler, quoi. Oui, je sais pas quel est le compte de ce type d'observation, mais je sais qu'il y en a assez pour que on les appelle comme ça la police des mers, entre guillemets. Faudrait que je fasse mes recherches pour voir si c'est 5 fois et donc ils ont déjà le surnom ou c'est plus d'une centaine de fois. Quand tu rentres à Rimouski, est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver, des conférences, des congrès? Est-ce que, je sais pas, vous allez dans les écoles? Est-ce que vous préparez des conférences? C'est ça. Comment ton hiver s'enligne après? Moi je suis en télétravail de la maison, donc je fais beaucoup de télétravail, donc je reste beaucoup chez nous. Et je fais beaucoup d'analyses de données, notamment encore de la photo-identification. Mais après, on essaye de développer de plus en plus d'activités au mix. On essaye de développer la présentation dans les écoles. Donc ça, j'espère pouvoir en faire à Rimouski et dans le coin. Oh, waouh! Si ça marche, mais bon, c'est encore à développer. D'être naturaliste au musée, ça va t'aider pour... Ouais, exact. Ce sera à peu près la même chose. On le fait de temps en temps... En fait, on demande aux stagiaires de faire une présentation pendant leur stage au mix. Et parfois, l'équipe les accompagne. Donc, on fait tous une petite présentation d'un sujet qui nous anime, quoi. À qui? À l'équipe, mais c'est ouvert aux touristes aussi. Donc, c'est les touristes qui veulent venir. Ils peuvent aussi. Ouais. T'avais fait sur quoi, toi, ta présentation? Moi, j'avais fait sur l'impact des cétacés sur le cycle du carbone. Très chouette. Donc, un truc qui m'intéresse beaucoup, mais c'est... Puis c'est quoi leur impact sur le cycle? Il y a plusieurs impacts, mais en gros, les baleines aident à stocker du carbone. En 2 mots. Quand elles vivent, quand elles meurent? Quand elles vivent, quand elles meurent et quand elles font caca. Ouais. C'est intéressant. En fait, c'est que les fesses des cétacés sont super riches en azote et fer, suivant la partie de l'océan où c'est un élément limitant. Et donc, ça a favorisé la photosynthèse des algues. Et donc, ça fait comme un gros boom. Et les algues, elles, stockent elles stockent le carbone, mais ça fait aussi un gros boom dans la chaîne alimentaire. Et donc, c'est assez fou parce qu'elles s'alimentent elles-mêmes, entre guillemets. Les baleines dans le sens qu'elles vont faire caca. Le caca va faire pousser les algues vont se faire manger par le zooplancton, puis elles vont remanger le zooplancton direct, quoi. Cette année, j'ai eu mon premier caca de baleine bleue, et c'était impressionnant. De quelle couleur? C'était super rouge, donc c'est-à-dire qu'ils ont mangé du krill. Et c'était surtout immense. C'était comme, je sais pas, 9 mètres sur 9 mètres. Je sais pas, presque... après, c'est en surface, donc c'est impressionnant, mais t'es au milieu d'un nuage rouge, quoi. Tout le bateau au complet, t'es au milieu d'un nuage rouge. Est-ce que c'est... Vas-y. Est-ce que ça sent quelque chose? Ouais, là, ça sent très mauvais. Oh mon Dieu. Tu peux comparer ça à une odeur particulière que tu connais? Je suis curieuse. Non, pas vraiment. C'est particulier. Poissonneux? Ouais. Un peu. Moins que le souffle, moi, je trouvais. Ah, le souffle, ça sent aussi. Ouais, ça sent quand même assez le poisson. Mais là, ça sentait juste pas bon. Ouais, je saurais pas donner... Je sais pas à quoi ça ressemble. Rien d'autre. Puis, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus
joyeux, tu nous parles de la photo identification, puis que vous prenez des photos pendant l'été, puis pendant l'hiver, vous essayez d'associer ça à des individus. Est-ce que t'as un individu que tu aimes plus parmi tous ceux que vous avez photographiés? Parce que vous les reconnaissez par certaines marques qu'ils ont sur eux. Est-ce que tu as un individu préféré? Pas vraiment. Ou marquant, peut-être? Ouais, ça, j'en ai vu pas mal. Et donc, après, il y en a que je préfère parce qu'ils sont plus beaux. Mettons, la pigmentation est quand même plus sympa, je trouve. Puis après, il y en a que ça dépend, je les préfère à cause des expériences que j'ai eues avec, quoi. Mettons, la première baleine qui a fait le show en 2021, ça c'était Pinéchou. Un rorqual à bosse, je me souviens plus du code. Et sinon, une que vous devez connaître, que je trouve vraiment belle, c'est la souffleuse. Oui. On a une couple de rorquals bleus qui ont des grosses cicatrices au niveau du pédoncule. Donc c'est la partie entre la dorsale et la queue. Et donc parfois c'est vraiment une grosse entaille, un gros V genre, dans le corps de l'animal dû probablement à soit un empêtrement, soit une collision. C'est assez trash, mais c'est impressionnant de voir ça puis de les revoir l'année suivante. Elles cicatrisent vraiment bien, les baleines. Exact. C'est comme si t'avais la moitié, la jambe à moitié découpée, mais que l'année suivante c'était bon. Tu continues à nager, pas de problème. C'est fou. Il y a des grands rorquals, dont des rorquals communs qu'on a vus avec comme des morceaux de caudal en moins, ou comme s'ils avaient été mâchouillés par des épaulards. Ouais, ça peut arriver que t'as des marques d'épaulards. Donc généralement c'est des grosses rainures blanches parce que ça fait des cicatrices. Et Ils donc sont ça, c'est essayés. en fait, comment est-ce qu'ils attaquent les épaulards? Moi, je suis pas un expert là-dedans, mais ils vont essayer de noyer la baleine en fait. Et donc il y en a qui vont l'attraper par la queue, ce qui est visible dans la scène du musée. Okay. Et quand la baleine arrive à s'échapper, les dents font quand même une marque. Pour des jeunes qui se demandent en ce moment pourquoi est-ce qu'ils devraient faire le métier que tu fais, qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager à se lancer dans la même voie que toi t'as choisi? Qu'il faut pas lâcher les bras et puis il faut essayer, quoi. Moi, je suis tombé là un peu par hasard et quand j'ai postulé au stage, j'avais aucune idée si j'allais être pris en fait. Et puis à l'entrevue, j'étais sûr que j'allais pas être pris. Enfin, après l'entrevue, mais finalement ça s'est fait. Donc d'essayer. Ouais, c'est ça. Il faut essayer, même si vous pensez pas avoir de chance, il faut essayer. Et pourquoi tu pensais pas avoir de chance? Je sais pas, j'avais pas d'expérience vraiment dans ce domaine-là. Ouais. J'étais C'est dur d'en acquérir tant que tu fais pas de exact, stage. C'est sûr. Mais après, pendant l'entrevue, il y a eu beaucoup de questions spécifiques où est-ce que j'ai quand même eu du mal à répondre pour certaines questions. Et donc, quand tu réponds pas à une question à l'entrevue, c'est compliqué. Mais ils ont vu quelque chose qui t'a fait sortir du lot. C'est ça. Tant mieux. Puis maintenant, t'es là, puis t'es au mix depuis 7 ans. Ouais, en fait. C'est ça. Depuis cette entrevue, je suis retourné. Parce que apparemment j'ai fait une belle job la première année, donc ils m'ont proposé de revenir et depuis j'y retourne à chaque année. Incroyable. Et maintenant c'est moi qui fais les entrevues parfois. Alors là, t'es rendu dans l'autre position. J'aide un collègue quand il a besoin en fait. C'est pas moi qui m'en occupe à 100%. Mais... J'allais dire, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent, par exemple sur un CV, quelqu'un qui arrive, pareil, qui sort du bac peut-être ou qui est encore au bac, est-ce qu'il y a quelque chose qui sortirait du lot pour vous dans leur profil? Moi je trouve que c'est en fait l'expérience de vie, je trouve que c'est intéressant, notamment parce que déjà c'est des personnes qui vont vivre avec nous côtoyer à chaque jour pendant 4 mois, et donc oui, comme tu disais, le savoir-vivre est très important dans ce milieu-là où on est proche, très proche, sur le bateau, dans les maisons. Exact. C'est beaucoup de travail d'équipe aussi. Mais bon, on s'entend super bien, donc ça se passe très bien, c'est très cool. Mais il y a des moments plus difficiles que d'autres, comme c'est normal, quoi. Oui, ça fait partie de l'expérience. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Ça a été très intéressant d'apprendre à connaître un petit peu plus en quoi consistait ton travail de biologiste au mix. Merci beaucoup. Oui, merci.